nouveau manga là? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui revient sur nos œuvres préférées. Un et tout, tout est un. Pour l'épisode du jour, nous allons nous pencher sur une œuvre que beaucoup considèrent comme parfaite. Vous l'attendiez et aujourd'hui, nous allons parler de Full Metal Alchemist de Hiromi Arakawa. L'œuvre a été publiée de 2001 à 2010 à travers 27 tomes et compte aussi une nouvelle réédition en tome perfect en cours de 18 tomes. Elle possède également deux excellents animés, Full Metal Alchemist de 51 épisodes, reprenant une partie de la trame mais qui ensuite change de direction par rapport à l'œuvre originale. Mais surtout, sa version animée Full Metal Alchemist Brotherhood de 64 épisodes qui reprend l'entièreté de l'œuvre écrite, souhaitant être une adaptation directe du manga. Maman. L'histoire se situe dans le pays d'Amestris, pays où l'alchimie est élevée au rang de science universelle. On suit alors deux frères, Edouard et Alphonse Elric, qui parcourent le pays à la recherche de la légendaire pierre philosophale. Leur père les a quittés et leur mère, Trisha Elric, meurt quelques années plus tard d'une maladie, laissant ces deux jeunes enfants seuls. Quelques années plus tard, via l'alchimie, les deux frères tentent de la faire revenir, bravant la loi universelle qui interdit formellement la transmutation humaine. Et ils en paieront le prix fort. Édouard, l'aîné, perdra sa jambe gauche, et son petit frère Alphonse perdra son corps tout entier. De plus, Édouard sacrifiera également son bras droit dans le but de sceller l'âme d'Alphonse dans une armure. Édouard décide ensuite de s'engager dans l'armée à l'âge de 12 ans en tant qu'alchimiste d'État. Il réussit alors l'examen haut la main avec la transmutation sans cercle et obtient son nom d'alchimiste, Full Metal. Son but, en rentrant dans l'armée, est d'avoir toutes les ressources nécessaires pour les aider dans leur quête. Ainsi, aidés du statut d'alchimiste d'État d'Édouard, les deux frères chercheront au péril de leur vie cette pierre qui aurait la possibilité de rendre tout ce qu'ils ont perdu. Mais le secret de cette pierre philosophale est bien gardé et occulte. Pour discuter de cela, nous serons évidemment accompagnés de ce cher Lucas. Dis-moi Lucas, comment tu as découvert cette magnifique œuvre ? Alors moi c'était mon troisième manga que j'ai lu, donc j'étais au tout début du collège là, et en fait je venais d'avoir lu 666 Satan, alors c'est un truc un peu de l'époque quoi, mais vraiment j'avais été fan de ça à l'époque, et du coup j'avais demandé au libraire directement un truc qui ressemblait à ça, et en vrai heureusement il m'a dévié de ces shonen un peu classiques et il m'avait conseillé Full Metal. C'est le bâtard. Et du coup, en vrai, c'est vrai qu'avec le recul, il avait été très bon conseiller parce que Full Metal, c'est quand même un shonen un peu plus, plus développé. C'est un vrai classique dans le sens continuité, et il y a un seul gros arc, on va dire, comparé aux autres shonen. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus avec plusieurs arcs et ça continue. Mais vas-y, je te laisse finir. Et à l'époque où j'ai commencé, du coup, j'ai acheté le tome 1 et il y avait des offres à 3€ là. Et en fait, le tome 27 est sorti un mois après. Donc, moi, quand j'ai commencé à lire, j'ai vu la fin, ouais, c'était toujours en train d'être sorti. Et voilà, et après, je les ai achetés petit à petit, quoi. J'ai mis hyper longtemps parce que quand t'es jeune, tu mets longtemps à lire, quoi. Oui, bah, en fait, là, en faisant du coup les recherches, j'avais regardé et il a fini en 2009. Enfin, je sais plus, mais on va dire contemporain, quoi. C'est pas non plus un vieux shonen. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a deux animés, mais ça on reviendra plus tard. Et voilà. Et toi, du coup ? Alors, ça vient de... En vrai, pour le coup, là, je l'ai fait un peu tard, entre guillemets. C'était en 2018-2019. En gros, je venais de faire pas mal de classiques. Je venais de faire, je crois... j'avais fini il y a quelques années Naruto, et du coup, j'avais commencé à faire pas mal. Donc, je venais de faire Death Note, je venais de faire SNK, parce qu'il venait d'avoir la deuxième saison. Il y avait pas mal de trucs qui étaient sortis. Et du coup...
je m'étais dit, go FMA. Il y avait la saison avec Brotherhood, évidemment. Et du coup, je me suis dit, ça a l'air d'être un vrai classique absolu, etc. Il est pas très long, hein, 64 épisodes, c'est vraiment assez court par rapport à d'autres shonen bien plus longs. Et il est bien dense, tu t'ennuies jamais. Et du coup, j'avais vraiment enchaîné, je me souviens m'être enchaîné de fou. Et surtout, c'est récemment, en fait, il y a la Perfect Edition. Et en voulant, du coup, les relire, je me suis dit, autant avoir la Perfect. Et surtout aussi, il y a une vidéo d'un certain Gaki Parodique, je vous invite tous à aller regarder sur YouTube, où il résume très bien tout le centre du pouvoir qui est dans ce manga, qui est l'alchimie. Et ça m'avait tellement donné envie que je me suis remis dans les bouquins. Et maintenant, je suis en train de faire la Perfect. Il reste d'ailleurs 2 tomes. Voilà tout. Hagane no Renkin Jutsushi, Edward Elric da no. Donc voilà, on va entamer un peu le fil conducteur, un peu comme pour les autres tomes, enfin les autres podcasts, où en fait on va revenir chronologiquement un peu sur l'œuvre et un peu arc par arc, même s'il n'y en a pas vraiment dans l'œuvre, mais ça se découpe un peu, on va dire, par les événements qui s'y passent. Et donc on commence directement avec la présentation donc, de nos 2 protagonistes, qui sont Ed et Al, donc Edouard et Alphonse, qui sont donc les 2 frères de cette œuvre, et qui sont à la fameuse recherche de cette pierre philosophale. Donc c'est la recherche absolue pour les 2 frères. Et d'ailleurs c'est un des thèmes qui revient, parce que la pierre philosophale, même dans l'alchimie, dans notre monde, est considérée comme un joyau unique, etc. Donc on part d'ici, et notamment qu'ils sont en train de rechercher cette pierre, notamment pour retrouver leur corps d'antan. Et on arrive du coup sur la ville de Réole, où il semblerait qu'il y ait des événements qui s'y passent, qui pourraient conduire à ce qu'ils penseraient qu'il y ait une pierre philosophale, ou parce qu'en fait il y a... j'ai plus le mot... des miracles, voilà, je cherchais. Et du coup, ils sont de retour là-bas. Toute cette partie-là, et surtout sur la partie quête et recherche de ce qu'ils veulent. Et on va très vite avoir, en fait, le pendant de ce qu'est la pierre philosophale. Donc, je sais pas ce que tu as à dire en particulier, Lucas, pour cette partie. Ouais, moi, en vrai, de ce que je me souviens, le premier tome, il m'avait vraiment hypé, parce que du coup la fin du premier tome, en fait, dans l'édition originale, c'est à la toute fin, on voit Mustang pour la première fois, et c'est vraiment trop stylé, parce que l'introduction, ouais, c'est à Réole comme tu dis, et tout ça, avec le vieux curé là et sa fausse pierre, tu te dis tiens, ça va être un bon manga, mais tu sais pas trop à quoi t'attendre, quoi. Mais après, quand ça s'ouvre sur les alchimistes d'État et tout ça, à la fin, dans le train là, franchement, moi ça m'avait hypé de ouf, et là je voulais qu'une chose, c'était attaquer le tome 2 et la suite. Et en effet, la suite elle part sur le chapeau de roue, et ça s'arrête plus pendant toute la série, quoi. Et le tome 1 était très, très découpé, c'est vraiment l'introduction avec le curé et sa pierre philosophale là. Donc Ouais. voilà. Et c'est assez marrant de se dire qu'il cherchait la pierre philosophale. En fait, t'as l'impression d'y être presque au tome 1. Et en fait, quand tu vois toute la suite... Oui. Et d'ailleurs, c'est un des mangas que je trouve qui a une introduction, genre, je vais pas dire parfaite, mais dans le sens où il t'introduit tout, dès le début, tu sais qui, quoi, comment, et il te hype dès le premier tome. Alors, généralement, c'est le but quand même d'un premier tome, mais là, vraiment, je le trouve très bien foutu. Et les alchimistes d'État te font très vite comprendre que, ok, on est face à des sacrés types. Ouais. Et en fait, que très vite, l'alchimie est régie non pas par le fait que n'importe qui peut l'être, mais que par l'armée, en fait. Parce que l'alchimiste d'État, par le truc, c'est en mode, c'est forcément lié au gouvernement, donc c'est que certains types qui peuvent l'avoir. Et évidemment, il y a Mustang, donc lui qui est l'alchimiste du feu, forcément, ça reste très stylé. Ouais. Mais du coup, en fait, oui, le côté pierre philosophale, tu dis, ah, ça y est, ils y sont déjà. Parce qu'en fait, ils t'introduisent en mode, on rentre, on veut la pierre philosophale. Et au final, en fait, ils se rendent compte, le vieux curé, en fait, il a une pierre philosophale, mais ils veulent savoir d'où elle vient. Et en fait, il en a une où il fait genre des miracles. Et
Oui, c'est Alphonse. Non, pardon, c'est Édouard qui le démasque très vite parce que lui aussi, il utilise de l'alchimie et il le contrecarre assez facilement. Mais du coup, en fait, ça emmène aussi surtout à l'introduction d'un des autres protagonistes qui va être Scar, qui est le Ichival. Genre, on arrive très vite quand ils arrivent à Central City parce qu'ils prennent le train pour aller voir les alchimistes d'État et notamment Mustang. Il y a un mec qui sévit en fait dans Central City, qui est Scar, et qui tue les alchimistes d'État. Et du coup, potentiellement, Edward est le prochain sur la liste parce que c'est un des alchimistes de renom. Parce que, ah oui, on n'a pas dit, mais bon, pour ceux qui l'ont déjà lu, écouté, regardé l'anime et le manga, les deux, c'est deux frères de 14 ans. Donc forcément, le côté, le mec peut transmuter juste en frappant la paume de ses mains, alors que on va y revenir aussi, mais il faut tracer des cercles normalement pour faire l'alchimie. Ça attire vite l'attention, et notamment il y a la première confrontation face à Scar très rapidement. Ouais, elle arrive assez vite. Mais oui, du coup, cette introduction là, ça fait très James Bond, genre introduction. Après, ils n'ont pas mis de générique, mais ils auraient pu quoi. En vrai, c'est assez bien fait. Et c'est vrai que c'est culotté de commencer par ça. Je sais pas si aujourd'hui des mangas en système de prépublication là pourraient avoir la liberté vraiment de faire ça, parce que finalement, dès les premiers tomes, normalement, il faut hyper direct pour pouvoir continuer la publication, alors que là, on sent que c'est... Enfin, il a pris le temps de faire l'introduction comme si l'auteur était sûr de continuer après sa série, quoi. Ouais, mais en fait, elle a grave pris le temps. Alors, elle a très bien pris le temps, mais en même temps, elle te hype très bien. Parce qu'en fait, le côté, il y a les alchimistes dès le début. Alors, tu vois à quel point Edouard est ultra balèze et ce qu'il fait dès le début. Mais tu veux en savoir un peu plus. Est-ce que tout le monde peut faire ça? Est-ce que c'est spécialisé et tout? Et en fait, très vite, déjà en voyant les autres alchimistes, tu vois que c'est spécialisé en fonction de ce qu'ils ont pu avoir enfin, je vais pas dire comme étude, mais par exemple, on va voir Armstrong, par exemple, mais lui, c'est un secret de famille en famille. Mustang aussi, c'est genre l'alchimie des flammes est extrêmement particulière. Vraiment, en plus, ça nous introduit au fur et à mesure que... parce que, en fait, comment fait Alphonse, c'est-à-dire juste en frappant la paume de ses mains, t'as l'impression que... Edouard, pardon, parce que oui, Alphonse va le faire, mais bien plus tard. Juste en frappant la paume de ses mains, c'est comme ça. Et en fait, non, tout le monde doit avoir des cercles. Il y a vraiment toute une... on va voir très vite, et ils vont très vite en parler, mais l'échange équivalent, qui est un précepte absolu dans ce manga, où tu dois donner autant que ce que tu veux transmuter. Donc, quand tu vois beaucoup Edouard au début, tu le vois beaucoup transmuter, voir, je sais pas moi, le sol s'affaisser et sortir une arme, ou très souvent il le fait aussi avec son automail, où il fait sa genre de enfin pas de lance, mais comme un couteau, une lame, ouais. Mais du coup, ouais, on est très vite dedans, et on est assez vite, en fait, on a très vite envie de savoir la suite. Dans les Perfects, c'est un peu différent parce que du coup, c'est dépassé en quelques tomes, et je crois que c'est dans la Perfect, dans le tome 1, c'est Scar qui apparaît et non pas genre on est dans le train pour Central City. Oui. Ouais, ça arrive un peu plus tard. Mais oui, après Scar qui arrive, on verra plus tard. Mais oui, après directement l'introduction avec les homonculus, enfin tout arrive assez vite au final, avec Lust et Gluttony dès le début. Et au début ils n'ont pas tellement de grande importance. Enfin au début je trouve qu'ils font un peu méchants pour être méchants. Après c'est fait pour, c'est parce qu'il n'y a pas d'explication. Et au début ils te disent pas, en plus surtout qu'ils disent homunculus, mais en fait c'est pour dire que c'est des êtres vivants créés de toutes pièces, quoi, des êtres vivants artificiels, enfin c'est la traduction. En fait ça vient dans la suite de j'avais totalement oublié, mais c'est aussi dans ses premiers tomes où en fait Scar veut tabasser tous les alchimistes parce que on verra plus tard, mais c'est par rapport au crime de guerre qu'ils ont fait à Ichival. Et surtout, il veut tuer tous ceux qui ont fait des trucs atroces, et notamment la fameuse chimère gosse chien. Ah oui, ça vient de là, ça vient de là très souvent. Et surtout, en fait, il montre déjà un truc de l'armée est vraiment pas là pour rigoler, parce que il y a l'armée qui vient voir cet alchimiste, j'ai plus du tout son nom, et qui lui dit il faut que tu nous crées un nouveau truc, parce que sinon tu vas perdre
ton statut. Et donc en fait, quand t'es alchimiste d'État, t'as un peu comme un député en France, entre guillemets, t'as une bourse, t'as un truc où t'es payé, etc. Et en gros, on en comprend qu'en faisant la chimère, en plus, entre le chien et sa fille, il avait perdu sa femme quelques mois auparavant, et en fait, il avait fait aussi une chimère avec sa propre femme, du coup, et ça avait loupé. Et c'est pour ça que, du coup, il lui avait demandé de réitérer ses préceptes. Et en fait, très vite, tu te rends compte que c'est presque, je ne veux pas dire un état totalitaire, mais que c'est pas juste une armée standard, et Central City est quand même régie par une force armée absolue dedans, et que les alchimistes d'État font partie de cette force armée, en fait. Ouais. Non, c'est sûr, c'est très spécial et on le voit dès le début. Et, et c'est pour ça qu'on comprend direct l'importance des homonculus dans le gouvernement. Alors on s'en doute assez vite, je crois, dans mes souvenirs. Franchement, la liaison entre les homonculus et le pouvoir, on le voit assez tard. Mais il y a plein de petits d'indices quand tu as fini et que tu relis, tu dis ah ouais, ça m'est passé sous le nez, mais ça y était. Celui qu'on verra plus tard, mais la colère, clairement. Oui, bon, lui. Celui-ci, en fait, ça vient plus tard, mais tu t'y attends. Enfin, je me souviens quand j'avais vu au début. Dans l'animé, c'est un peu différemment tourné. En fait, il le retarde. Alors, je sais pas, peut-être pour augmenter la hype, mais j'ai l'impression que c'est un peu retardé dans l'animé où tu t'en rends compte plus tard. Dans le manga, en fait, à partir du moment où tu vois les homunculus, tu dis ah, il y a peut-être un truc ou quoi. Et en fait, surtout, les homunculus permettent aussi à Scar le côté ah, mais vous êtes encore d'autres bêtes de foire de ce monde. Et en fait, que quand il essaie de les tuer, ils sont increvables du coup. Et donc c'est là où tu te rends compte que ils ont un autre truc. Donc est-ce qu'ils sont increvables, mais en fait ils reçoivent quand même des dégâts, donc d'où ça vient, etc. Et ça amène un peu à la pierre philosophale, à d'où elle peut venir la pierre philosophale. Donc on se pose déjà la question de est-ce qu'ils sont pas le produit de cette pierre philosophale, etc. Et ça amène très vite Ed et Alphonse via donc leur recherche et le fait que comme ils sont des chiens de l'armée entre guillemets, ils ont la possibilité d'aller voir certains trucs secrets de l'armée, mais ils peuvent pas non plus trop y aller. Et notamment le fameux laboratoire 5 où il y aurait eu des événements qui seraient passés, et surtout en ayant vu le docteur Marco, parce qu'il est à l'origine du coup des événements qui sont passés dans le laboratoire 5, et il leur dit allez-y, mais vous ne voulez pas savoir d'où vient la pierre philosophale. Parce que le fameux docteur Marco, en fait, il le retrouve dans une contrée un peu lointaine, et en fait, il arrive à soigner ses patients, un peu miraculeusement aussi, mais comme c'est un docteur, t'as plus l'impression qu'il les sauve via la médecine. Et donc, il se retrouve très vite dans ce laboratoire 5. En fait, ils essaient de remonter Enfin, du coup, les héros, ils essaient de remonter à l'origine de la pierre philosophale. Et je crois que c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'ils se rendent compte que la pierre philosophale, elle vient de vie humaine. Et que en gros il y a plein de sacrifices pour créer une pierre philosophale avec alors c'est là aussi où on rencontre le mec en armure avec sa tête de mort là, qui ils sont deux d'ailleurs, parce que c'est deux frangins. Ouais, c'est ça, ils sont deux. C'est là où d'ailleurs lui Barry le boucher, putain, je viens de me rappeler parce que c'est pour ça qu'il a un short. Ouais, j'avais pas du tout le nom. Et oui, c'est là où ils font germer dans la tête de Alphonse, est-ce que ton frère t'a pas créé deux pièces, parce que qu'est-ce que t'as comme preuve que t'as vraiment existé avant, quoi. Et voilà, après s'ensuit une petite réflexion de Alphonse sur sa propre existence qui, moi, perso, m'a un peu horripilé, mais bon, c'est pas passé ça. C'est compréhensible, et on va y revenir. En fait, il y a deux trucs. Dans ce laboratoire 5, oui, en fait, là où tu as raison, où ils se rendent compte que ça vient des vies humaines, c'est au moment où ils rentrent dans ce laboratoire, il y a un cercle de transmutation au sol, et ils se rendent compte que ça ressemble beaucoup à celui qu'ils ont dû faire il y a quelques années, et ça va ramener très vite au premier flashback, où il y a un premier flashback où en fait tu les vois les deux, donc les deux en gosse, pas directement, c'est pas le vrai premier où on va les voir faire la transmutation, mais surtout quand Edouard va perdre son bras et sa jambe, et qu'on a Alphonse déjà en armure, enfin en armure vide du coup,
Et du coup, il y a déjà dans ce premier flashback, il se rend compte que c'est dans le même style, ils ont fait une transmutation humaine, donc il se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et il y a le baril bouché qui explique en fait qu'il y a eu des expériences où ils ont sacrifié des gens. Et en fait, j'ai un petit spoil pour plus tard, mais en gros, il y a surtout le fait que la transmutation, enfin la pierre philosophale est un peu incomplète, parce qu'en fait c'est qu'une dizaine de vies qui sont à chaque fois sacrifiées, donc ça leur permet d'avoir un genre de pouvoir dessus, mais qu'elle est illimitée dans le temps, et limitée dans son utilisation du coup. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a déjà ce premier flashback. Du coup, en fait, ça amène Alphonse du coup à avoir cette réflexion en disant est-ce que je suis juste un prototype de mon frère et qu'il m'a créé alchimiquement parlant. D'accord, ce baril bouché là, pour moi, il sert vraiment juste à ça. Enfin, aussi, le mec il est méchant au début, après il devient gentil, tu sais pas trop pourquoi, il retourne sa veste. Et puis après, j'ai l'impression que c'est vraiment la situation a été amenée pour que Alphonse se pose cette question. Et qu'après, il y a deux choses, c'est parce qu'en fait, du coup, il n'a pas de souvenir, parce qu'en gros, il comprend pas pourquoi son frère a les souvenirs de ce qui s'est passé de cette soirée, et pas lui. En fait, lui, il a juste le truc de... Ils ont voulu faire la transmutation humaine, et ensuite, Alphonse est dans ce corps. Sauf qu'en fait, c'est normal, c'est expliqué plus tard, c'est quand lui aussi, il va se rappeler des trucs, et il va revoir la vérité. Et c'est là où il va se rappeler tout, et qui va se rendre compte qu'il a vraiment eu un corps, etc. Et cette scène-là est vraiment, je pense, et en tout cas, la façon, quand tu le relis, tu comprends que l'autrice, ou l'auteur, je sais pas si on dit avec auteur E ou autrice, bref, amène ça pour dire que il y en a un qui a vraiment passé la vérité et qu'il faut vraiment passer par cette étape-là pour comprendre tout ce qui se passe, alors que Alphonse l'a pas encore fait. Et ça va amener, en fait, plus tard à ce que Alphonse le comprenne et passe aussi cette étape. Et pour finir, du coup, surtout sur cette partie-là, il y a surtout un gros événement majeur qui va arriver, mais c'est surtout du fait que Édouard et Alphonse vont comprendre qu'il y a un truc dans ce laboratoire, vont vouloir voir c'est quoi les expériences passées qui s'y passent, et surtout se rendre compte que merde, on veut pas de cette pierre philosophale si elle vient de vie humaine, et qu'il faut bien qu'on trouve un autre moyen, parce que oui, c'est vrai qu'on a totalement oublié, mais le but des deux, c'est de retrouver leur corps initial. Leur corps initial, parce que Édouard a du coup deux automails, un pour le pied gauche et un pour la main droite. Jambes et bras. Jambes et bras. Oui, mais parce que il y a une bras et jambes, mais l'autre il perd pas toute la jambe. Bref. Mais parce qu'il y a une signification en fait dans la perte de leurs membres en fait, de chacun. Et ça va expliquer de pourquoi l'un perd celui-ci enfin le bras droit très vite on va comprendre parce qu'en fait c'est son frère et la jambe gauche c'est aussi une autre signification. Mais du coup ça amène très vite à ce qu'ils retournent à Central City, vouloir voir les recherches qui s'y passent, et ils vont voir un certain personnage qui est Maes Hugh, qui est un lieutenant, je sais plus le grade, mais un peu en dessous de Mustang, mais le meilleur pote de Mustang. Mais lui, c'est pas un alchimiste pour le coup. Non, lui, c'est pas un alchimiste. Lui, c'est un membre de l'État, enfin de l'armée, et qui veut gravir les échelons, surtout pour faire en sorte que la ville d'Amestris, enfin pas la ville, pardon, le pays d'Amestris aille mieux, parce qu'en fait, Amestris est un pays toujours en conflit depuis sa création. Il est en conflit avec les gens du Nord, il est en conflit avec, j'ai plus les pays, hein. Je crois que c'est Briggs. Au sud, j'ai plus, à l'ouest non plus, et à l'est, c'est le désert, à côté, il y a Qing. Et en fait, ils sont toujours en conflit avec plusieurs, soit même de leur propre ville, soit des pays. Et lui, son but, c'est de faire en sorte que ça se passe beaucoup mieux à Mestris. Et donc, en fait, en faisant ses recherches, il se rend compte qu'il y a des conflits qui ont éclaté dans plusieurs endroits. Et très vite, il comprend en fait ce qu'on va très vite comprendre, mais enfin pas très vite. Non, on va comprendre à la fin du manga, pardon, très lentement. Mais lui, il le comprend dès le début. Et c'est là où, c'est pour ça qu'ils avaient introduit aussi les homunculus. Il y a Lust qui le comprend, parce qu'elle fait partie enfin, elle est infiltrée dans l'armée, parce que très vite on va comprendre que l'armée est entièrement infiltrée des homunculus aussi. Et en fait, elle veut l'assassiner une première fois. Il arrive à s'échapper, et là on va voir un troisième homunculus qui est Envy, et qui va le prendre vraiment comme un sale traître. C'est-à-dire qu'au moment où Maes essaye de contacter Mustang pour lui expliquer que l'armée est infiltrée
et qu'il y a ces fameux homunculus et qu'en fait toute l'armée en fait est entre guillemets corrompue et qu'il essaye en fait de se défendre face à une vie, il se fait assassiner alors qu'elle peut prendre en fait le visage de sa femme et du coup comme sa femme c'est son bijou absolu avec sa fille, il n'ose pas tirer alors qu'il sait que c'est l'homunculus qui s'est transformé et au final il meurt. Et en fait c'est un coup d'arrêt très vite dans le manga. D'ailleurs c'est rare d'avoir on va dire un personnage pas principal mais assez important mourir très vite, et ça fait un coup d'arrêt pour les personnages principaux mais qui ne sont pas Ed et Alphonse parce qu'ils vont l'apprendre bien plus tard, quelques tomes plus tard. Et il y a surtout Mustang qui va avoir sa célèbre phrase où il va comprendre pourquoi Ed et Alphonse ont toujours voulu ramener leur mère à la vie et faire la fameuse transmutation humaine, parce que quand Maes meurt, il va dire je les comprends totalement, là j'ai qu'une chose à avoir envie de faire là, c'est le ramener à la vie. Et il dit du coup à sa lieutenant là, Hawkeye, les alchimistes sont vraiment des mauvaises personnes parce que on pense juste à vouloir défier la transcendance, enfin transcender la condition humaine et essayer de les ramener du coup. Ouais. Moi ce meurtre là, je sais pas toi, mais la première fois que je l'ai lu, en fait tu t'en rends pas trop compte de l'importance du truc, que en fait tu sais il aurait pas été tué à ce moment-là, et en fait le manga serait terminé beaucoup plus vite. Oui, c'est normal parce que sinon il a le bol, tu vois. Oui, non mais genre je veux dire que j'avais pas du tout conscience de ça. Quand tu le lis, tu te dis bon il est mort, il a appris un truc, mais tu sais pas du tout quoi en fait. Et du coup en fait ça paraît pas si important qu'il meure dans l'histoire, mais en fait quand tu apprends tous les trucs et tout, et que à la fin tu te rends compte qu'en fait lui il savait tout, tu te rends compte que en fait en fait il est mort, heureusement qu'il est mort, sinon entre guillemets pour l'intégrité du manga évidemment, mais c'est pour déjà montrer à quel point le personnage est important entre guillemets de Maes, parce que il est très vif d'esprit et très intelligent. Alors toi tu l'as pas vu en animé, mais l'animé, la scène est vraiment très émouvante où du coup en fait il y a sa fille qui est avec sa femme du coup, et ils sont en train de se faire enterrer. Et en fait, surtout, quand tu finis la fin, c'est horrible parce qu'en fait, il y a notamment King Bradley qui est là. On verra plus tard que c'est un petit con aussi, lui. Ouais. Et il est là en mode à lui rendre hommage et tout, alors qu'en fait, il fait totalement partie du traître. Ouais. Et surtout, il y a la fameuse scène où sa fille, elle lui dit oui, pourquoi ils sont en train d'enterrer papa et tout, alors qu'il a plein de travail. Enfin, il a plein de travail. Comment ils vont faire? Pourquoi lui mettre plein de terre dessus? Du coup, dans l'animé, c'est ultra triste. Et en plus, il y a la scène de Mustang où il dit rentrons, il commence à pleuvoir alors qu'il y a un grand soleil. Enfin, c'est en coucher de soleil. Et que Risa lui dit mais il pleut pas. Et du coup, il pleut, il met sa casquette, il y a les lumières. Enfin, il pleure et tout. Voilà. Vraiment tout pour les caméras. Hein. Mais c'est très stylé. Et en fait, oui, elle a beaucoup plus d'importance quand t'as fini le manga ou quand il y a les révélations. Parce que tu te rends compte déjà de plein de choses qu'il avait déjà prévues. Et que au final ils avaient laissé des indices entre guillemets, même si c'était minime, et c'est via pas mal de recherches qu'ils en sont passés par là, et surtout parce que les deux frères sont passés par là en disant à des endroits précis où ils se sont dit ça. Ouais. Non mais c'est très indispensable en reste mort, et franchement c'est très rare dans les shonen qu'il y ait des morts, donc c'est assez rare pour le souligner. Ouais. Après c'est oui, pendant très longtemps c'était un shonen. À ils ont essayé parce qu'il y a des trucs assez impactants, donc il y avait le côté un peu seinen, mais au final c'est bien resté un shonen. Mais voilà, pour cette première partie, je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter. Non, c'est bon. On a fait le tour, je pense. Parfait. 大丈夫だ。いかん。雨が降ってきたな。いいえ、雨なんて。いや、雨だよ。 Donc voilà pour la première partie. On va essayer de passer du coup à la deuxième, qui est aussi assez dense. Là, la première avait beaucoup d'infos sur toute l'introduction des personnages, et là on va voir surtout le premier gros flashback, parce qu'en fait maintenant qu'ils se sont dit que la pierre vient quand même de vie humaine, ils vont essayer de trouver un autre moyen quand même pour retrouver leur corps. Mais déjà il faut expliquer d'où ils ont perdu ces corps, et en fait on a un vrai premier gros flashback où Edouard et Alphonse découvrent l'alchimie.
Et en fait, c'est surtout à la base, ils commencent à faire de l'alchimie parce que ils avaient vu leur père beaucoup travailler dessus, qui est le fameux Van Hohenheim. Et en fait, il a disparu. Vraiment, c'est le daron qui est parti chercher le lait, ce bâtard là, et les clubs quoi. Il est parti du jour au lendemain. On comprendra plus tard pourquoi, et surtout qu'en fait, c'est pas vraiment du jour au lendemain, mais sa mère était au courant. Et en fait, surtout pour faire sourire leur mère, ils vont commencer avec les derniers livres, les trucs que leur père a laissés, apprendre l'alchimie, faire les premières transmutations. Et en fait, ils vont avoir... leur mère va mourir d'une maladie. Et du coup, ils vont très vite aller voir une meuf qui est connue pour être vraiment ultra forte parce qu'ils l'ont déjà vu transmuter sans les mains, alors que pour avoir étudié l'alchimie étant gosse, ils comprennent que c'est quelque chose d'impossible à faire. Donc, ils vont aller la voir. Ils vont faire leur premier entraînement avec elle. Et le premier entraînement complet, où il va y avoir notamment le 1 et tout et 1. Donc la fameuse phrase où il y a vraiment l'aspect et l'importance de l'échange équivalent. Et il va amener du coup à ce qu'il fallait pas faire du coup, qui est une transmutation humaine, où en fait, via l'alchimie, ils se rendent compte que peut-être ils pourraient ramener leur mère à la vie. Et en fait, il y a tout un ingrédient et tout ça en repartant sur les compositions du corps, leur sang, etc. Et ils vont faire ce qui est interdit par l'alchimie, c'est transcender la condition humaine et donc faire une transmutation humaine. Ouais. Moi, j'avais beaucoup aimé l'entraînement sur l'île, là, où Ouais. en vrai, c'est des enfants. Et pour le coup, c'est vraiment des enfants et tu sens leur passage un peu, ils vous apprennent des trucs et tout. Et parce que autant dans le manga, enfin, ils ont 14 ans, ils font pas du tout 14 ans, quoi. Mais là, ils sont plus jeunes et du coup, bah, ils font vraiment enfants. Donc, je trouve ça plus réaliste et plus. Enfin, je trouve ça assez drôle et aussi un peu la sacralisation de Izumi qui est genre vraiment elle pour son entraînement elle était toute seule à Briggs contre un ours, enfin bon, Oui. bref, en vrai c'est plus tard, mais oui, je comprends totalement. en vrai c'est assez drôle, moi j'ai bien aimé même Izumi, tout ça. En vrai, enfin, c'est très classique des shonen d'avoir un mentor comme ça et tout, mais là, même que ce soit une femme et tout, franchement, c'est Badass assez ouf. badass de ouf. Parmi ouais. les femmes badass Ouais. manga qui est Ouais. trop stylé. Surtout Après- qu'elle est badass tout ouais, le long, tu vois. de ouf. Mais après, enfin, justement, je trouve qu'elle apparaît pas tant que ça dans le manga au final. Enfin, elle apparaît quelques fois quand même. Mais tu vois, comparé à ce qu'elle est forte, je trouve que l'auteur en a pas fait une meuf Joker qui apparaît à chaque fois que Oui, qu'ils ils ont sont dans besoin, la merde, oui, tu vois. c'est pas le sensei qui vient tout le Ouais. temps les sauver et tout. En fait, quand elle apparaît, c'est pour des éléments spécifiques. Il y aura des événements où elle va être là parce que ils ont besoin d'elle pour certaines choses, pour pas spoiler pour la suite. Mais elle va apparaître sur plein d'événements, mais importants, et pas juste ah, je viens vous sauver les garçons, et puis voilà. Et même là où, du coup, comme je disais, ils vont faire la transmutation humaine, et ils vont voir en fait la vérité, et la vérité régit en fait le monde. Donc quand ils essaient de faire une transmutation humaine, la vérité apparaît, et elle est punie d'avoir essayé de faire un truc qui est interdit par l'alchimie, et elle va les punir par rapport à ce qu'ils voulaient le plus comme souhait. Donc Alphonse voulait retrouver la chaleur de sa mère, du coup il va perdre la totalité de son corps, il y aura toujours son âme, c'est son frère qui va aller la chercher d'ailleurs, et son frère, du coup, Edward, va perdre son bras droit, son pied gauche, pardon, parce que il disait il veut continuellement avancer malgré que sa mère vient de mourir. Et donc, du coup, ce qu'il va faire, c'est que pour sauver son frère, il va retransmuter, entre guillemets, avec la vérité. Et en fait, en faisant leur transmutation humaine en première, leur corps et leur âme vont, entre guillemets, fusionner. Donc en fait, il va pouvoir récupérer au moins l'âme de son frère et la transmuter du coup dans la fameuse armure en full metal du coup. C'est pour ça que d'ailleurs tout le monde pense que c'est lui le full metal Alphonse et pas Edward, parce que c'est un nain tout le long. Et ça aussi c'est expliqué de pourquoi il est tout petit. On verra plus tard. Et donc du coup, il y a vraiment dans cette notion de... Ils vont perdre leur corps. Et du coup, ils vont aller avoir un genre... Enfin, Edward va surtout essayer pendant 1 an de se reconstituer, parce que du coup, il perd un bras et une jambe. D'ailleurs, il va y avoir Winry, donc leur meilleur ami d'enfance, qui va les aider, et les mamies
Putain, j'ai oublié. Ouais, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, mais Pacho, Pecho. Non, j'ai oublié. Bref. Et du coup, c'est eux qui vont les remettre sur pied, littéralement. Et du coup, à ce moment-là, ils ont 12 ans, enfin 12 ans et l'autre 11 ans. Edouard a 12 ans et son but, s'entraîner absolument. Et du coup, comme il a vu la vérité, c'est là où ça va être important, il va pouvoir transmuter sans main. Transmuter, pardon, son cercle, donc en frappant la paume de ses mains. Et en fait, parce que comme il a vu la vérité, il a vu tous les trucs de l'alchimie. Et aussi, comme ils ont beaucoup étudié l'alchimie, se sont beaucoup entraînés avec leur maître, il sait vraiment la composition. Enfin, pour faire de l'alchimie, tu es censé savoir la composition pour faire une épée de tant de carbone, tant de trucs et tout. Et en voyant ensuite la vérité, en fait, il voit tout. Donc c'est un prix très fort à passer. En fait, très vite, on va le voir que tous ceux qui l'ont vu, au final, auraient préféré ne pas voir la vérité, même si tu as toutes les connaissances, entre guillemets, de l'alchimie, en fait. Ouais. Mais alors, je sais pas toi, mais moi j'ai. Enfin, au début, c'est balancé comme ça un peu, le truc les bails de la vérité, le machin et tout. Et en fait, au début, j'avais rien compris, quoi. Et je trouve ça assez fort aussi dans le manga, pour un shonen, que vraiment les trucs soient pas expliqués, mais les événements arrivent comme ça. Et il n'y a pas tellement de grosses pages explicatives. C'est vraiment, toi, tu te fais tes propres théories, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont aussi. Enfin, il y a eu aussi d'aussi graves conséquences et tout. Et tous les bails des gens qui voient la vérité, tout ça. Après, je trouve ça fou qu'il y en ait aussi peu qui voient la vérité dans le manga. Je sais plus, à la fin de la série, au final, ils sont 5 à l'avoir vu. Dans tout le pays, ça me paraît. Ça me paraît un peu bizarre, mais après, pourquoi pas. Il y a un moment donné où c'est expliqué rapidement. C'est le fait de la voir, l'armée comprend qu'en fait, il y a des élus, parce que très souvent, t'en ressors pas. Quand tu la vois, généralement, tu meurs, parce qu'en fait, t'as pas l'âme, t'as pas pas le corps solide, mais t'as la conscience suffisamment forte pour résister au passage, tu sais, le passage où tout leur passe dans leur mémoire vive et directement dans leur tête. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des élus, entre guillemets, qui peuvent passer et réussir quand même à passer la vérité, parce qu'en fait, beaucoup en meurent. Et en fait, faut savoir aussi, surtout, l'alchimie est régie de telle sorte que dans le pays, il n'y a que l'armée qui peut l'utiliser, et techniquement pas les habitants. Oui, parce que l'alchimie, bah après, ça on va le voir après, mais l'alchimie en soi, même cette force-là, vient de. Enfin, c'est une alchimie spéciale qui a maîtrise, et c'est pas l'alchimie qu'il devrait y avoir dans le monde entier. Exactement. Et ouais, voilà. Bon, ça va, en fait, entre guillemets, il y a ce gros flashback qui va nous expliquer d'où viennent les deux, pourquoi il a un bras en métal et le pied en métal, un peu tout ça, et surtout d'où viennent leurs connaissances en alchimie. Et surtout, on revient dans le présent, et ils vont rencontrer un nouvel homunculus qui est Grid, qui est du coup l'avarice. Ouais, je me trompe pas. C'est ça, l'avarice. Oui, en gros, il veut toujours plus de pouvoir, toujours plus de tout, quoi. Et en fait, il va y avoir déjà un premier combat face à lui. Donc, ça va amener à avoir plus d'informations sur les homunculus. Parce qu'en fait, Grid, c'est un peu un homunculus qui s'est échappé et qui veut pas forcément rester avec les autres homunculus. Parce qu'en fait, c'est un peu le petit canard. voilà. Après, lui, en fait, il veut toujours plus de pouvoir. Du coup, il voulait pas être aux ordres de quelqu'un. Donc, en fait, il s'est mis tout seul pour faire sa propre organisation mafieuse un peu. Voilà. Et c'est là aussi il y a les premières chimères qu'on voit, mais vivantes, parce que les personnes avec qui il est, certaines sont des chimères. Ouais. Et donc du coup, c'est très vite amené, on va pas rentrer en détail, mais il y a King Bradley qui est amené à carrément venir en personne pour tuer toute cette genre de mafia, notamment parce qu'il y a Grid. Avant, il y a le combat aussi entre Grid et Alphonse, mais c'est surtout et Edouard. Ouais. Mais du coup, Alphonse va essayer de sauver certains des membres de l'équipe de Grid. Et c'est là où on va avoir un nouveau flashback rapide. Enfin, c'est pas vraiment un flashback, mais une prise de conscience, ce qu'on disait tout à l'heure. Alphonse comprend vraiment qu'il est une vraie personne, parce que lui, il n'avait pas vu la vérité comme Edouard l'a vu. Et d'ailleurs, ils en parlent après cet événement, où il dit « Ah, toi, tu l'as pas vu ?» Et en gros, parce que Alphonse, lui, pour lui, ils ont essayé de faire la transmutation humaine, il s'est retrouvé après dans ce corps-là, où il ne ressent aucune émotion, aucune chaleur, rien. Et donc du coup, il va y avoir un nouveau un moment pour lui, parce qu'en fait, il va, en essayant d'avoir quelqu'un dans son corps,
enfin, quelqu'un qui se cache dans son corps, qui va du coup se faire tuer. Les traces de sang de cette personne, il pensait que c'est allé sur les traces de transmutation que son D'ailleurs, frère ça fait. va un peu, non? Et je crois que oui, c'est ça qui déclenche le fait qu'il va avoir Ouais. la possibilité de voir la vérité. Et donc du coup, à nouveau, Alphonse peut lui maintenant, parce que lui il a aussi traversé tout ça, il peut transmuter sans main, et qui comprend aussi que Sans il cercle. existe vraiment. Oh, il s'en cercle, putain, je vais y arriver. Et que lui aussi existe vraiment. Et il y a déjà cette notion de qui on est, comment on est, etc. Et c'est là aussi où apparaît Lynn et ses serviteurs, c'est ça? Ouais, c'est l'apparition des deux parce que, pareil, on va avoir à nouveau le retour de la quête de la pierre philosophale Ouais. parce que eux aussi veulent la trouver. Parce que du côté de Shing, comment ça s'appelle? C'est le un prince roi- héritier, c'est Ouais, ça? voilà. Voilà. Mais le roi, il a plein de princes héritiers. Ouais. Et notamment, il va y avoir aussi Mai, qu'on va voir très vite aussi, Oui. qui, elle, peut transmuter à distance. Mais ça, c'est parce qu'on va l'expliquer plus tard aussi. Et il va venir avec ses serviteurs. Et il est membre de cette famille royale. Et en fait, ils veulent retrouver cette quête, cette pierre philosophale pour aussi du côté de Shing. Et en fait, ils pensent qu'à Mestris, il pourrait y avoir. Ouais. Donc, il y a le premier. Et en fait, ils vont nous donner surtout des idées. Et ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que c'est pas expliqué, mais c'est au fur et à mesure de l'histoire que via les paroles et le fait que les gens parlent enfin, les conversations entre chacun, qu'on comprend ce que on est en train d'expliquer sur la vérité, etc. Et notamment, ils détectent les homonculus, eux, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème, parce que eux, ils peuvent percevoir, entre guillemets, les personnes, la présence de personnes, et que les homonculus, eux, ça les perturbe beaucoup, parce qu'ils ont l'impression d'avoir des millions de personnes, enfin des Ouais. milliers de personnes, des En centaines fait, de même personnes. plus simplement, j'ai l'impression que eux sont très habitués à leur alchimie de leur pays. Oui. D'ailleurs, c'est un autre C'est nom. l'élixirologie. Eh oui. Élixirologie, ouais. Et du coup, ils sont habitués à ça, donc ils se rendent très vite compte en arrivant dans le pays que il y a un truc qui cloche et qui est pas comme chez eux. Du coup, ça va pas et ils savent pas pourquoi. Moi, pour le coup, j'aime beaucoup ces genres de Xing là. Ils sont, enfin, vraiment, ils apportent vraiment quelque chose et ça ouvre vraiment sur le fait qu'on est dans un univers et il y a d'autres personnages et l'univers est plus grand que ce sur quoi on se centralise. Mais en fait, on aurait pu faire un manga dans 27 tomes sur Xing et ça aurait été hyper intéressant aussi. Donc en fait, moi j'ai beaucoup aimé ça. Enfin, Ouais, bah, en fait c'est très cool parce que au début tu as l'impression que c'est juste un petit con condescendant, Ouais. ce Lin, et en fait tu te rends compte que plein de choses, parce qu'en fait tu as l'impression qu'ils sont un peu des dieux les deux, parce qu'ils peuvent transmuter tout le temps sans main et tout ça, alors que leur exil je vais y arriver. Élixirologie. est un peu faible à côté. En fait, c'est différent parce que lui, il explique en disant que c'est beaucoup utilisé pour la médecine là-bas. Parce Ouais. qu'en fait, on va le voir plus tard, mais l'alchimie marche avec les plaques tectoniques, avec le mouvement de la Terre. Or, à Mestris, c'est pas du, on le verra plus tard, mais ça marche pas exactement pareil. Et ça explique pourquoi c'est très bizarre pour eux et qu'ils ressentent comme un mal-être. Vraiment, on voit leur sentiment d'être pas bien face aux homunculus. Et notamment, on va les revoir à nouveau et avoir le premier fight face à ces homunculus à nouveau, mais avec Lynn cette fois-ci. Et surtout, en fait, il va y avoir Gluttony, donc je vais y arriver. C'est la gourmandise. Et Lust à nouveau. Et il va y avoir le premier gros fight qui va amener à vraiment on va dire des répercussions pour les personnages, parce que du coup Mustang va commencer à se battre face à eux aussi, parce qu'il arrive aussi, parce qu'au début c'est un fight avec Lynn et ses serviteurs, puis après il y a Mustang et ses alliés qui viennent, parce qu'à ce moment-là Edward n'est pas là, mais il y a Alphonse. Du coup, Alphonse est avec Risa Okai, mais ils se font avoir par Lust et en fait ils sont un peu bloqués. Et pendant ce temps, en fait, Mustang s'était fait avoir aussi par Lust, en mode il est laissé pour mort parce qu'elle le transperce plusieurs fois. Son coéquipier aussi. Et au final, c'est Mustang qui va réussir, parce qu'en fait elle lui détruit ses gants.
Et en fait, Mustang va réussir à refaire son cercle des flammes, cautériser sa plaie d'ailleurs en mode je me brûle l'entièreté du corps, une partie du corps. Et Mustang va réussir à montrer comment on peut tuer les homunculus. Il va la brûler jusqu'à qu'elle meure et qu'elle ne soit plus jamais là. Et surtout, il va y avoir un truc que j'avais totalement zappé. C'est que c'est la première fois où on revoit une pierre philosophale. Parce qu'en fait, il arrive à l'extraire de Lust. Ouais. Et il va essayer de sauver son allié. Je n'ai plus du tout son adjudant, je ne sais plus c'est lequel. Et en fait, il se rend compte qu'il ne sait pas comment l'utiliser. Il peut pas le sauver avec, parce qu'il y a une raison particulière de l'utiliser, et que l'alchimie est bien plus complexe que juste utiliser la pierre philosophale ou des cercles comme ça. Ouais, mais je trouve que c'est la première fois qu'on comprend, enfin qu'on voit une fenêtre de tir sur les homunculus où en gros leur point faible c'est leur péché à eux. En fait, elle s'auto-détruit en voulant toujours absolument tuer Mustang et tout. Et du coup, ils acceptent jamais la fuite et tout ça juste par orgueil. Et donc là, en fait, on ressent la fenêtre de tir que peuvent avoir les héros sur ces homunculus parce que jusqu'à présent, ils sont vraiment intouchables, quoi. Ils sont intouchables et immortels parce qu'ils ont beau les décapiter, les tuer, les trucs, ils meurent. Et surtout, il y a un truc, c'est que j'avais totalement oublié, mais King Bradley ramène Grid. Il y a du coup, c'est là où on comprend que King Bradley est aussi un homunculus, qui est lui la colère. Il va le ramener à leur père, qui est l'origine. On voit son œil, non? C'est ça. Ouais, en fait, il va lui montrer en lui disant oui, t'es là et tout. Enfin, comme s'ils se connaissaient. Ouais. En fait, c'est lui la colère, du coup, King Bradley. Il va le ramener et Grid va être à nouveau absorbé par le père qui est en dessous, quoi, et de Amestris, mais on le verra plus tard. Et surtout que il va le recréer plus tard, alors que Lust, il va jamais la créer, parce que c'était vraiment, je vais pas dire une perte, mais en mode, on l'a perdue et elle reviendra pas, parce que elle est vraiment morte d'elle-même, en mode, de par ses péchés, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est pas du tout les mêmes morts avec Grid et Lust, ouais. C'est sûr. Voilà, c'est pour toute cette partie-là, qui est assez dense quand même, parce que les flashbacks prennent beaucoup de temps. Je crois que c'est quasiment un tome, même en perfect édition, c'est quasiment un tome. C'est vraiment balèze. Voilà tout. Voilà pour la précédente partie. Et là, on est surtout sur la partie où Ed et Alphonse essaient de retourner chez eux et essayent de comprendre ce qui s'est passé. Notamment, Ed va revoir une première fois son père et va surtout se rendre compte que la transmutation qu'ils ont fait de leur mère, c'est pas vraiment leur mère, c'est un corps qui est pas vraiment le leur, parce qu'en fait là où ils vont surtout se rendre compte, c'est les os et les cheveux de leur mère, mais surtout que y a un souci sur cette transmutation, qu'ils pouvaient pas le faire, et qu'il y a un problème aussi avec l'alchimie. Et en revoyant son père, il comprend un peu plus de choses, et surtout pourquoi l'alchimie de ce pays est un peu différente. Comme on disait auparavant, en fait, du coup, King Bradley, donc la colère Vras, va ramener Grid à ce qu'ils appellent leur père, qui est en fait littéralement le sosie de Van Hohenheim, mais plus vieux. Et en fait, c'est pourquoi il est plus vieux, c'est parce que plus vieux, non ? En fait, il n'est pas plus vieux, mais physiquement, il paraît plus vieux, comme il a vécu beaucoup plus. Okay. C'est parce que, en fait, il a tellement utilisé son corps, parce que lui, il est à l'origine de l'alchimie du pays. En fait, c'est normalement l'alchimie, ça vient vers la tectonique des plaques, ce que tout le monde pense. Mais en fait, non, c'est lui qui régit toute l'alchimie du pays, parce que il veut en faire en sorte de créer un truc beaucoup plus gros, on le verra plus tard. Et qu'il est totalement à l'origine de tout ça, et que c'est lui qui régit, c'est lui qui peut littéralement bloquer l'alchimie de ce pays. C'est pour ça aussi que ceux qui viennent de Qing ont vraiment cette sensation de pas être bien, qu'il y a un truc qui se passe dans les profondeurs dans ce pays, surtout à Central City. Et surtout, en fait, qu'il est à l'origine de beaucoup de choses. Donc c'est lui qui va faire revenir à nouveau tous les homunculus. Il est plus vieux parce qu'en fait, comme c'est lui qui régit toute l'alchimie, il est obligé de puiser dans ses réserves, parce qu'en fait, lui, c'est une pierre philosophale, mais constituée d'innombrables
d'innombrables personnes, mais ça on verra beaucoup plus tard dans un des gros flashbacks. Et en fait, on va avoir surtout un premier voyage d'Ed qui va aller voir Xerxes. Donc c'est une ancienne ville qui a totalement été détruite et qui date d'il y a plusieurs centaines d'années avant l'apparition d'Amestris. Et c'est important pour comprendre ensuite d'où viennent Van Hohenheim et ce fameux père. Et il va se rendre compte via les symboles de la lune et du soleil qu'il y a eu comme un énorme sacrifice humain aussi qui s'est passé. Et il se rend compte aussi surtout de ce qui va se passer et ce qui s'est passé récemment en termes de guerre, notamment la guerre des chevals. Et il va aller voir du coup la lieutenant Risa, donc Hawkeye, pour lui demander ce qui s'y passe du coup. Ouais, ça je me rappelle, c'est pile un tome, c'est le tome 15, il me semble, ou 14, dans l'édition originale, la guerre des Ishbal. Et c'est vraiment... Enfin, tu te dis, mais qu'est-ce que ça vient faire ici ? Et en fait, il y a plein de personnages que tu retrouves et tout ça. Et en fait, c'est omniprésent un peu depuis le début. Les Ishbal, il y a Scar qu'on voit depuis le début, on sait que c'est un Ishbal. On sait que c'est un peuple... ouais, c'est ça. Vraiment victime ils sont marrons, ils sont bronzés. Il y a un peu de racisme, voilà. mais Ils vraiment. ont des yeux rouges. Ouais, et ils se font tabasser, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, la guerre explique pas grand-chose de plus, si ce n'est que c'est vraiment Amestris qui voulait faire un génocide jusqu'au dernier, quoi. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs les alchimistes ils sont appelés les chiens de l'État parce qu'ils sont tous amenés. Au début c'est juste des guerriers, enfin pas des guerriers mais des soldats armés. Ouais. Et en fait comme ils se rendent compte qu'ils peuvent pas aussi bien tuer qu'ils voudraient tous les Ishbal, ils ramènent les alchimistes d'État. Or eux ils ont des pouvoirs bien plus importants et ils commencent vraiment à faire un massacre de masse. Ouais, et en fait, il n'y a aucun alchimiste d'État qui est épargné. Enfin, tout le monde y participe. Tout le monde est complice de et au final, tu vois qu'il y a un peu de remise en question, mais pas trop. Enfin, en fait, ça s'est fait très écho. Je pense à la Seconde Guerre mondiale, quand même, l'auteur, elle a voulu faire un petit parallèle. Parce que tu pourrais le faire même avec, entre guillemets, l'actualité, mais avec pas mal de trucs. Oui, non, bien sûr, mais le truc de on obéit aux ordres et en même temps, on sait pas trop pourquoi on le fait, mais en même temps, on le fait quand même pour pas nous-mêmes être... Parce qu'il y a eu juste un truc qui s'est passé, alors que, en plus, on le verra plus tard, que c'est même pas un vrai cheval, c'est une autre personne qui a provoqué ça. Et c'est un homunculus, et on le sait tous, en plus, c'est une vie plus tard. Mais oui, qu'en plus ils sont tous complices, tous les alchimistes ont participé et ça leur laisse tous des séquelles. Le général Armstrong en disant mais pourquoi on fait ça et le général, celui avec les points là. Oui, Louis. Non, pas du tout. Je sais plus comment il s'appelle. Le mec. Mais oui, les gros muscles quoi. Que Mustang aussi, que Hawkeye aussi elle a été une sniper d'élite. Du coup, on a tué beaucoup. Donc en fait, ils ont tous participé. Énormément à cette guerre, ça les a plus ou moins marqués, certains beaucoup, d'autres en disant je fais mon job d'état, et notamment un même qui va littéralement kiffer ça, c'est Kimblee, et lui c'est l'alchimiste écarlate, du coup pareil, t'as un nouveau type d'alchimiste qui apparaît, et il y a un vrai moment important de pourquoi ils ont fait cette guerre, et surtout en fait c'est la plus récente, parce qu'en fait c'est celle qui va vraiment poser la question. Il y en a eu d'autres, c'est ce qui va permettre en fait un autre truc plus tard, mais c'est comme c'est la plus récente, c'est celle où ils peuvent entre guillemets se documenter et que Edward veut vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé derrière et surtout après son voyage après Xerxes. Ouais, voilà, en vrai moi je trouve ça assez bien ce truc. Après Kimblee, c'est vraiment méchant pour être méchant. Là c'est l'alchimiste en mode j'ai des pouvoirs absolus. Le seul truc qui est assez important à voir avec lui, c'est le fait que l'auteur a vraiment voulu que l'alchimie soit vraiment un truc important parce que dans ses paumes pour qu'il fasse des explosions, c'est des éléments qui sont à l'inverse, donc eau et feu, lune et soleil, et du coup le seul truc qui est surtout apporté, c'est que son alchimie est très puissante, qu'elle est vraiment particulière. Et en fait, elle va être utilisée beaucoup plus tard, c'est quand il va utiliser absolument une autre pierre philosophale, et que
il était au courant lui aussi Ouais. de tout ce qui s'y passait en fait. Mais je trouve ça assez bien de l'avoir mis là quand même pour montrer la différence entre ceux qui sont tiraillés par le génocide quand Oui. même et lui Oui. qui s'en fout Qui est complet, là qui pour justement... tabasser. C'est ça. Sale bâtard. Et en vrai, c'est assez... Enfin, c'est un bon reflet de la réalité. Oui, je bah, en trouve. fait, c'est vraiment Ouais, pour c'est- montrer je toutes trouve les ça facettes cool. qu'il y a dans une Ouais, armée. Quoi. ouais. Et que t'en as qui sont là pour vraiment faire en sorte que le monde va mieux et d'autres pas du tout, qui sont juste des profiteurs Ouais. et qui sont avides de sang. Ouais. Voilà pour cette partie. 何私の中の君の血を使って扉を開けさせてもらった血を分けた家族オーエンハイムよ今君と私が全ての中心だ On avait fini du coup sur cette partie, notamment sur ce flashback sur les Ishval. Et surtout, en fait, on a un personnage assez important qui apparaît. Et c'est en parallèle du flashback sur les Ishval et aussi sur un flashback de Scar un peu. Parce qu'en fait, on va voir son frère dans son flashback qui lui a beaucoup étudié l'alchimie et l'élixirologie. Et qui se rend compte déjà à ce moment-là qu'il y a un problème dans l'alchimie du pays. Et en étudiant beaucoup, il se rend compte que y a un vrai problème et qu'il peut vraiment faire totalement autre chose. Et il va se faire les tatouages de l'alchimie importante. Faut savoir dans l'alchimie pour que ça fonctionne, c'est d'abord comprendre la compréhension de l'état ou enfin de l'élément du produit qu'on veut faire, de l'endroit où on est. Décomposition, destruction de cet élément, puis reconstruction via ça. Et en fait, il va se tatouer sur ses deux bras la destruction bras droit, la reconstruction bras gauche. Il va mourir pendant cette guerre, mais il va pouvoir donner à Scar un de ses bras, parce que Scar aura perdu l'autre bras, du coup, son bras droit, il va lui donner la destruction. Et c'est pour ça aussi que Scar a un pouvoir bien plus important que les autres et qui peut tout le temps avoir une destruction bien plus importante, c'est parce qu'il n'utilise pas l'alchimie de ce pays. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lui, il n'est pas atteint par le fait que quand le vieux père, là, sous Amestris, bloque à monter l'alchimie de tout le monde, lui, il n'est pas contraint à ça, parce que son alchimie, ça vient vraiment de la vraie alchimie, de l'élixirologie, où il peut utiliser ça. Ça, c'est hyper important pour la suite. Et d'ailleurs, le frère de Scar, moi, je trouve... hyper important, et pareil, il y a des morts de partout, et franchement, pour un shonen, c'est assez fou. Et ouais, frère de Scar, il est vraiment badass et tout. Franchement, moi, j'aime pas mal ce personnage, même si tu le vois, genre, pas longtemps, hein, parce que c'est une 20aine de pages où tu le vois, et pourtant, t'aimerais bien qu'il soit en vie, quoi. Et en vrai, ça explique beaucoup le caractère de Scar et tout ça. Enfin, vraiment, pour le coup, Scar, c'est un méchant, c'est un méchant au début, un gentil à la fin, quoi. Mais en fait, tu comprends pourquoi. Ouais, c'est ça. Il y a tout est expliqué. Là, pour le coup, il n'y a pas de zone de flou et c'est assez clair. Il y a de ça. En plus, on l'a pas expliqué, mais à un moment donné aussi, on apprend qu'en fait, c'est lui qui tue les parents de Winry. Donc, où il y a truc de. Il y a une vraie haine de merde, t'as tué mes parents et du coup, elle veut le tuer, mais au final, elle épargne. Et en fait, c'est parce que. En fait, c'est au moment où il décide pas, en fait, il sait pas encore comment utiliser ses pouvoirs, mais en même temps, lui, il croit qu'en voyant les médecins en question, c'est des médecins qui veulent le tuer ou lui faire le torturer. Donc il y a vraiment tout un truc de la guerre emmène et crée d'autres monstres et d'autres personnes derrière. Ouais. Donc il y a vraiment tout ce parallèle-là, et enfin, cette explication. Et en parallèle, on a Mai, donc, qui vient de Shing, qui explique l'élixirologie aussi. Et que eux, c'est beaucoup plus dans les soins médicaux, que ça vient vraiment des plaques tectoniques, qu'il y a autre chose, et qu'en fait, en termes de production, je sais pas comment dire, d'armée, de faire de la bagarre, littéralement, Amestris sont beaucoup plus amenés à l'utiliser, l'alchimie pour ça. C'est pour ça qu'elle est régie que par l'armée, et très peu par les habitants, voire pas du tout, ou alors c'est des docteurs, mais c'est parce qu'ils appartenaient quand même à l'armée, etc. Ouais, c'est pour ça. Et c'est pour ça, en parallèle de ça, on voit autre chose, c'est que les héros, là, ils arrivent au pays de Briggs. Alors, je sais plus tellement la raison originale de leur venue, mais en tout cas, on découvre la sœur de Général Armstrong. C'est son frère, en fait, qui introduit à Ed. Il lui dit si tu veux aller trouver
si tu as des questions ou si tu veux avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé et surtout potentiellement sur la quête de ta pierre philosophale, va voir cette personne. Et en fait, c'est sa sœur, Olivia. Ah oui, et ouais. du coup, Ouais. ils sont abdés. Ouais, et du coup, là, il y a Olivia Armstrong, la générale qui tient tout le monde par les couilles. La deuxième méga badass Du coup, du manga et même ouais, de très tous les stylé. mangas Mais confondus. ouais, ça c'est un truc fou dans ce manga. Enfin, c'est pas fou du tout, mais c'est trop bien dans ce manga, c'est que les meufs ont énormément d'importance et je pense que ça vient du fait que l'auteur elle-même est une meuf et c'est bien parce que c'est un public normalement très masculin les mangas et là Surtout ça les change. shonen, mais Ouais. alors, moi avec le temps maintenant, à l'époque encore plus, mais surtout elles sont pas réduites, même Winry qui est un peu genre la fille à sauver, elle est pas vraiment parce que ça reste quand même la meuf badass qui vient les aider littéralement leur sauver les automails et tous les trucs, et même les fois où elle aurait pu être un peu plus faible etc, elle est pas décriée comme ça, au contraire c'est vraiment la meuf stylée aussi. Et surtout, Izumi comme General Armstrong sont vraiment les meufs ultra balèzes. Surtout que il y en a une qui fait vraiment l'alchimie absolument balèze, et il y en a une autre, elle n'a pas d'alchimie, juste c'est Armstrong, les gros muscles. Elle a pas d'alchimie, mais elle a sa petite épée là et t'as pas intérêt à aller de travers quoi. Du coup, voilà. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là où on découvre le nouvel homunculus de Apares qui est en train de creuser un tunnel sous Briggs quoi. Ouais. Et on se rend compte qu'en fait le tunnel est énorme et ils savent pas jusqu'où ça va. Et en vrai c'est très important dans l'histoire, mais c'est là où c'est fort, c'est que tout se tient et en même temps on comprend rien quand on lit la première fois quoi. Ouais. Et du coup oui c'est là où même il y a d'autres des généraux de l'armée qui viennent à Briggs parce que le Monculus a fini son tunnel et Olivia en fait elle pète un câble parce qu'elle voit que ça tourne pas rond et du coup elle tue vraiment sans aucune hésitation un supérieur à elle pour le jeter dans le tunnel parce que Ouais, en fait, c'est pour le cacher, et en fait, du coup, ils veulent quand même y aller. Et c'est là où il y a même le dernier homunculus qui apparaît, c'est Pride. Et c'est lui où, en fait, si elle a la lumière, bah t'es foutu, parce qu'en fait, il t'attrape et tu meurs dans la foulée, quoi. Ouais. Et c'est lui qui fait de la sécurité de ce tunnel, parce qu'en fait, on va très vite comprendre que le tunnel, comme tu as dit, il est extrêmement long, mais surtout, c'est qu'il a une raison d'être extrêmement long. Et en fait, on va le voir plus tard, mais il parcourt l'entièreté du pays. Et en fait, parce que il faut savoir que, comme on disait, ils sont très conflictuels avec tous les autres pays autour. Et au début, ils pensent que c'est un tunnel fait par les ennemis en face. Ah oui, c'est ça. Et donc, du coup, ça va amener à ce qu'ils fassent un massacre de l'autre côté. Et c'est le dernier massacre qui va amener à ce qu'ils veulent faire absolument. Et on va le voir très vite. Un énorme cercle de transmutation. Et comment c'est amené ? C'est amené sur le fait que on revoit Van Hohenheim et qui explique le giga flashback sur Xerxes et donc la ville qui a vécu avant Amestris. Ouais. Et en fait, on a un gros flashback où en fait il y a le petit être dans la fiole. On sait pas d'où il vient, mais on sait juste que il provient en fait de sang ah putain, je sais plus. Il a un numéro, c'est un esclave Van Hohenheim à ce moment-là. Il a un numéro 47 ou je sais plus. Ou 200 et quelques, je sais plus. Bref. Et en fait, il est créé à partir de son sang. Et on ne sait pas d'où il vient exactement. On sait juste que il vient sûrement de derrière la porte de la vérité. Et le petit être dans la fiole, tout ce qu'il veut, lui surtout, au début, c'est avoir un corps physique et sortir de cette fiole. Et en fait, il est amené à aller voir le roi de Xerxès qui est malade, qui lui demande comment on est immortel. Il lui dit ok, faut faire un énorme cercle, creuse un énorme tunnel tout autour de ton pays. Ils vont commettre des massacres à plusieurs points clés. Et en fait, ça permet de faire un cercle de transmutation humain énorme, d'ouvrir la vérité. Et ceux qui s'en trouvent au centre vont avoir toutes les âmes de ce pays retransmis en eux. Et en fait, on comprend qu'il y a plus de 1 million de personnes à ce moment-là, parce que Van Hohenheim, il parle et il dit j'ai discuté avec 530 000 âmes. Donc en fait, on comprend que il lui explique, le petit être dans la fiole prend en fait l'apparence de Van Hohenheim. C'est pour ça qu'on dirait 2 fois le même. Ouais. Et en fait, ils vont avoir chacun 500 000 personnes en eux, donc littéralement vie infinie en fait.
et chacun va errer d'un côté et de l'autre. En fait, c'est un peu l'ennemi juré, enfin, le petit être de la fiole, là, il fait tous ses plans et tout ça, mais il sait derrière que Van Hohenheim, il en a peur, c'est la seule personne dont il a peur, parce que c'est la seule personne qui peut rivaliser face à lui, parce que il est aussi très puissant. Et c'est pour ça qu'après, d'ailleurs, il va vouloir faire encore autre chose, et ce qui va arriver à la méga transmutation. Mais surtout, là, c'est le fait que on va comprendre pourquoi il y a l'alchimie différente, parce que le petit être dans la fiole, qui a l'apparence maintenant de Von Hohenheim, va aller à ce qui va devenir Amestris, 500 ans plus tard. Il va créer ce pays, et il va y insuffler son alchimie, donc sa fameuse fausse alchimie qui fait que c'est lui qui la régit. Ouais. Et alors que Von Hohenheim va aller à Qing et va créer ce qui va être l'élixirologie, parce qu'eux, ils avaient des connaissances médicales. Et en fait, cet énorme flashback va surtout nous expliquer ce qui va se passer en fait par la suite. C'est que le petit être dans la fiole, qui est du coup le Von Hohenheim là, de sous-terre, là, le père de tous les homunculus, veut réitérer ça, mais non pas avec 1 million de personnes, mais avec les 50 millions d'âmes d'Amestris. Et parce qu'en fait, il se dit que je veux pas ouvrir totalement la vérité pour avoir vie infinie, mais il veut ouvrir la vérité, enfin la planète, la vie de la planète, en mode... son but, c'est de devenir Dieu, littéralement, de prendre la vérité, la personne qu'il a vue derrière, et de devenir la vérité, de devenir Dieu. Et il se dit, si je fais cette énorme transmutation humaine, c'est pour ça qu'en fait, on comprend, et que c'est Maes qui va très vite comprendre ce qu'on avait dit, comme quoi il y a des... Comment ça s'appelle ? Des meurtres qui sont réalisés, enfin des génocides qui sont réalisés dans certains endroits, c'est parce qu'ils permettent la transmutation humaine totale du pays. Ouais, voilà, c'est à peu près à ce moment-là où on comprend tout. Ouais, la globalité et le fait du que. Truc. Et du coup, je trouve à partir de ce moment-là, ça ouvre la porte vers, ok, maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, il faut arrêter. Et en fait, il y a un truc qui va permettre ça. C'est les plans du frère de Scar, qui lui avait compris ça aussi, en ayant ça, et du coup il a un cercle de transmutation inverse pour contrecarrer le fait qu'il va vouloir faire un cercle de transmutation pour ouvrir la porte de la vérité de la planète. Mais t'es sûr que c'est pas Van Hohenheim c'est lui qui va le mettre en place, d'accord. parce que lui, on va le voir aussi, c'est lui qui va disséminer des âmes de partout pour faire un cercle de transmutation qui non pas ramène les âmes au centre, mais qui les éparpille. Mais c'est son frère qui avait trouvé les emplacements pour Von Hohenheim. Lui là, c'est pour ça qu'il se tire en mode de daron qui part chercher le lait, c'est pour mettre en place ce plan. Et c'est assez fou aussi, c'est que du coup, en fait, quand tu découvres tout le plan et tout qui est mis en place depuis hyper longtemps, quand les héros ils le découvrent, et en fait on les découvre en même temps qu'eux, c'est déjà trop tard. En fait, tu peux plus faire marche arrière. Et c'est là où tu te dis, ah putain, mais heureusement que Van Hohenheim il est là, et que lui, ça fait 10 ans qu'il l'air de partout pour contrecarrer depuis 10 ans le plan. Et tu te dis, heureusement qu'il est là, parce que vraiment, tout le monde est... plus personne ne peut rien faire, quoi. C'est trop tard. Parce qu'en fait, pendant 10 ans, il erre pour aller voir tout, pour aller les placer, mais déjà des années en arrière, son but c'était de comprendre tout ce qui s'est passé, et en fait, il comprend que le petit être dans la fiole veut réitérer ça, et pour être à nouveau Dieu, parce qu'en fait, il veut toujours plus. Et c'est surtout sur cette partie-là que ça se termine, parce qu'en fait, tout le monde a compris, et maintenant, le but, c'est d'y retourner et de faire en sorte de faire un énorme coup d'état, et d'aller contrecarrer ces plans-là. Ouais. On entame donc notre dernière partie. Donc on est sur la partie, comme on disait, où tous les protagonistes ont compris ou savent ce qui va plus ou moins se passer, et que leur but maintenant c'est d'éviter cela. Et on va d'abord passer par le fait que Édouard et Alphonse vont revoir leur père, notamment à Réole, en fait, là où c'est a commencé littéralement l'histoire. Et en fait, il leur explique tout ce qui s'est passé à Xerxès, et ce qui s'est passé du fait que du coup le petit être dans la fiole veut réitérer la même chose
mais avec tout le pays d'Amestris. Et donc leur but maintenant, c'est d'éviter ça. Et il va y avoir toute une rébellion avec Briggs, Mustang. Il va y avoir tout un truc en plus d'espionnage, de trucs secrets et tout. Ça, c'est assez stylé. Et c'est très kiffant d'ailleurs, hein. J'adore tout ce passage d'espionnage. Bah, c'est Olivia qui... Oui, qui est obligé de faire passer par ses fleuristes. Et en fait, la fleuriste, c'est sa daronne. Enfin bref, c'est tout un truc et tout. Et il y a tout le truc de coup d'état en fait. Leur but, c'est d'aller vite attaquer Central City et le cœur avec Briggs. Tous les alliés, ils font même une radio pirate. Ils font un attentat face à King Bradley en disant on espère le tuer, mais au final, il va revenir. Il va revenir et il va venir tabasser tout le monde. Ouais. Notamment, on l'avait oublié de le dire, mais il y a Lynn qui revient, mais sous la forme de Grid, parce qu'en fait, il a réussi à se faire absorber par Grid, parce qu'il est allé dans le sous-sol. Et en fait, ils sont en dualité. Les deux coexistent, l'un et l'autre, l'autre et l'un. Et en fait, c'est toute cette bataille finale. Mais c'est plus pour tout le truc de Grid et Lynn, et qu'il essaye lui aussi d'avoir sa quête de pierre philosophale. Au final, la colère passe, enfin, King Bradley passe, et ils se retrouvent dans les sous-sols, là où il y a tous nos héros. Et en même temps, eux, en fait, ils sont ralentis parce qu'il y a déjà les fruits de l'armée. C'est une armée de monstres immortels où ils sont juste abreuvés d'une genre de pierre philosophale et c'est censé être l'armée du futur. Mais en fait, ils sont juste des monstres absolus. En même temps, il y a le combat entre Olivia, Izumi, son frère à Olivia. Et le mari d'Izumi aussi face à la paresse, ils arrivent à la voir. Enfin, il y a une bataille un peu de tout le monde. Et il y a surtout l'élément important, c'est King Bradley qui vient et qui vient surtout tabasser le pauvre Mustang et lui obliger à ouvrir la vérité. Et pour rappel, quand on ouvre la vérité, à chaque fois, on perd un élément clé parce qu'en fait, on n'a pas le droit de transcender les humains. Donc, pour rappel, Izumi va perdre des organes vitaux nécessaires à la reproduction parce qu'elle voulait un enfant. On avait déjà parlé des deux, Alphonse et Edouard. Van Hohenheim a aussi ouvert la vérité, mais lui, il a récupéré plein d'âmes. Ça, c'est avec Xerxes. Et Mustang, lui, va perdre la vision, mais il va pas perdre les yeux, il va perdre juste la vision parce que lui, il voulait voir le monde et du coup, en essayant de voir la vérité, il va voir ça. Pourquoi je dis que c'est important ? C'est parce que du coup, ces 5 personnes-là sont nécessaires à faire la transmutation absolue humaine du petit être dans la fiole. Et en fait, il veut sacrifier les 5 parce que c'est les 5 qui ont vu la vérité et qui en sont revenus surtout. Parce que comme on disait, il faut avoir une certaine âme, une certaine importance, une certaine puissance d'esprit pour pouvoir revenir de ça. Et ils vont tous revenir, c'est pour ça qu'en fait ils sont genre pré-choisis, il y a toute une discussion tout le long du manga avec les hauts généraux, en mode c'est un bon cobaye, etc. Que King Bradley avait vu Edouard pouvoir transmuter sans main et tout, bref. Et là arrive le combat final du coup. Ouais, moi ce que je trouve vachement bien fait là-dedans, c'est que t'as l'impression de plus assister à une guerre civile, et c'est pas du tout les héros contre les méchants, c'est vraiment... tout le monde, enfin c'est même Van Hohenheim contre le père, enfin en fait c'est tout le monde contre les homonculus et c'est pas, enfin on oublie presque qui sont les héros dans ce truc là. Edouard et Alphonse au final là ils ont beaucoup moins d'importance et ils sont eux-mêmes dépassés complètement par les événements. D'ailleurs s'ils étaient avec eux ils seraient déjà sacrifiés, enfin vraiment c'est pour ça que le manga marche très bien avec les autres persos sans même les persos. Ouais, c'est ça. Ils pourraient ne pas être là sur le combat final, ça serait l'issue, ça serait la même quoi. Enfin bon, après en effet le coup de grâce est peut-être porté par Edouard, je crois. Mais bon, c'est pas, enfin pour le coup, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Donc en fait, il arrive à actionner son plan, le père, le petit être dans la fiole. Toutes les âmes viennent vers lui, il a 50 millions. En fait, il n'y a plus de notion pour lui d'alchimie, parce que littéralement, il peut créer un soleil dans sa main. En fait, il a vu la vérité absolue, il a même absorbé, et il a absorbé la vérité de la Terre, entre guillemets, donc celle qui a accumulé des millions et des milliards d'années de connaissances, et il devient littéralement Dieu. Les 5 reviennent, mais c'est là que Van Hohenheim met en place son plan qu'il a mis pendant des années, qu'il
qui lui a dit « Moi, j'ai discuté avec ces 500 millions d'âmes, j'ai essayé de les épargner absolument pour mettre en fait son cercle de transmutation inverse. C'est celui qui était du coup donné par le frère de Scar. Enfin, il n'a pas été donné par eux, mais c'est ça qui a permis de comprendre d'où venait tout le problème. Toutes les âmes sont retransmises et donc il n'y a pas le sacrifice de 50 millions de personnes, mais le petit être dans la fiole conserve le côté Dieu absolu, etc. Mais il n'a plus tous ses pouvoirs et surtout en fait il peut être consumé maintenant dans sa vie. Donc tous les alchimistes, donc les 5 qui étaient là pour le contrecarrer, se mettent bagarre absolue avec lui. Et surtout, comme ils ne sont plus restreints par leur alchimie qui était du père, ils ont une alchimie décuplée et beaucoup plus forte à la toute fin. Ouais. Et ce qui est surtout important, c'est donc du coup ils arrivent à le tuer. Ils le tuent pas vraiment, en fait, ils le tuent tellement de fois qu'il peut plus contenir la vérité qui est en lui, et donc il est renvoyé derrière la porte. Le petit être de la fiole réapparaît face à la vérité. Et il lui dit, par pitié, ne me renvoie pas derrière la porte. Donc on comprend qu'il vient de là. Et surtout qu'en fait, contrairement aux autres portes des autres protagonistes, lui, elle est totalement vide, sa porte. Parce que en fait, ça veut nous faire comprendre que tous les péchés, en fait, c'est pour ça qu'il possède tous les péchés en lui. Tous les péchés qui sont au sein de cet être lui ont fait qu'il n'a jamais rien compris au final au sens de la vie. Il n'a jamais rien appris parce que sa porte est vide. Ouais, non, en vrai, tout est bien expliqué, ça se tient et tout ça. Franchement, c'est bien fait. Ouais, et à l'inverse, et on va conclure sur ça, c'est surtout Alphonse et Édouard, du coup, qui se retrouvent. On avait totalement oublié de l'évoquer, mais Édouard arrive à le voir quand on est dans la période de Briggs. Au moment où il va presque pour mourir, il se fait transmuter lui-même et aussi il repasse par la vérité. Et en repassant par sa porte, il se rend compte qu'il voit son frère de l'autre côté, tout mince, tout rachitique, etc. Qui comprend qu'en fait il est lié entre lui-même. Et ça lui permet de faire sa transmutation finale. Il fait une dernière transmutation où il retourne dans sa propre porte. Et il va voir la vérité. Il lui dit « Ok, j'échange tout ce que j'ai appris en alchimie, toutes mes connaissances en alchimie, pour l'âme de son frère. » Et en fait, c'est un double coup de maître pour lui, parce que l'alchimie lui dit mais tu peux avoir tout face à ton sacrifice. Il fait « Oui, mais je m'en fous, c'est pas un échange équivalent, je donne plus, je donnerai toujours plus pour trouver mon frère. » Il le retrouve. Et en plus, il a un double coup, c'est parce que en fait, il comprend qu'il pourra passer, parce que s'il donne sa porte, en donnant sa porte, il pourra plus revenir de l'autre côté, mais en donnant sa porte, il sait qu'il pourra retourner avec son frère de l'autre côté. Alphonse revient, il retrouve au final leur corps, au péril, enfin pas au péril, mais en donnant son alchimie. Et en fait, c'est la conclusion finale, c'est que il faut donner beaucoup plus que attendre de recevoir quelque chose. C'est un peu le truc de donne plus que ce que tu peux recevoir, quoi. Ouais. Et après, après du coup, il y a la petite outro après. Avec où tu le vois plus tard. Et en fait, on comprend aussi que comme ils étaient liés les deux, c'est pour ça que c'est des détails, mais Édouard était tout le temps petit et il dormait beaucoup. Et il mangeait beaucoup pour plus, parce qu'en fait, il était lié à son frère. C'est pour ça qu'il grandissait pas autant qu'il voulait, qu'il dormait énormément, parce qu'en fait, il faisait tout pour deux au final. Ouais. Mais voilà, il y a toute la finalité qui est... maintenant, on va parcourir le monde avec cette pensée, recevoir toujours plus que... donner toujours plus que recevoir. 錬金術がなくてもみんながいるって正解だ錬金術師お前は俺に勝った持っていけ全てを勝手口はあっちだエドワード・エルリック Voilà un peu pour le gros résumé de l'œuvre et un peu tout ce qu'on a apprécié. Il y a beaucoup de choses, et donc du coup, pour revenir un peu sur ça, on va plutôt passer sur nos questions un peu. Donc en premier, est-ce que tu as un arc préféré ? Il n'y a pas vraiment d'arc dans ce manga, mais un gros passage préféré. Moi, c'est clairement Briggs avec Olivia Armstrong, là. Enfin, tout le fait...
Enfin, je sais pas, moi j'aime trop les personnages de là-bas. Je trouve qu'ils sont tous hyper bien faits et tout ça, et la défiance de la hiérarchie parce qu'ils sont hyper isolés dans leur truc et tout. Et je trouve que ça transmet bien la méconnaissance des héros. Quand ils arrivent, t'as l'impression que c'est vraiment des enfants, quoi. Elle les traite vraiment comme comme deux gamins. Vrai, et je trouve c'est là où ça les fait grandir aussi pas mal. Enfin, oui, il voit un autre Ichiban, mais qui lui est aligné à leur truc, enfin à Briggs, que c'est vraiment un cocon à eux, qu'eux ils en ont rien à foutre du reste de l'armée, c'est entre eux. Tu vois. Ouais, bon. Je Voilà. comprends. Et toi? C'est pas vraiment de l'arc, mais il y a vraiment un gros passage, mais ça vient avec Briggs. Hein. C'est vraiment toute cette partie-là où ils comprennent l'alchimie, échange équivalent, exérologie. En fait, tout se concorde. Donc il y a cette partie-là. Comme je disais, c'est le moment aussi où Edward comprend que lui aussi, c'est entre guillemets une pierre philosophale à lui-même, donc il sacrifie une partie de son espérance de vie. Toute cette partie-là, c'est toutes les infos d'avant concordent. Donc tu comprends beaucoup de choses, c'est ultra plaisant, ça a le côté un peu genre huis clos, parce qu'ils sont vraiment en plein milieu de la neige à Briggs, où ils peuvent communiquer avec personne, ils sont obligés de faire alliance avec Scar pour échapper. Il y a tout un truc où, ok, tout le monde se condense sur ce même endroit. Donc il y a surtout le côté plein de persos au même endroit et très stylé, et ça m'amène à mon autre question. Tes personnages préférés du coup de l'œuvre? Ah, moi, je viens de le dire, du coup, Olivia Armstrong, je trouve, elle a quand même un caractère. Enfin, et Izumi aussi, enfin, les deux meufs comme ça qui sont quand même assez spéciales. Et sinon, on n'a pas beaucoup parlé, mais Lin Yao et ses gardes du corps, là, je les trouve aussi très, très intéressants. Et après, ouais, Scar, même, en fait, il y en a plein Oui. qui sont vachement bien. Regorge. Parce que même Risa, la garde, enfin la meuf de Mustang en fait. Au final, ils terminent ensemble, hein, je crois. Hein. Non, même... Ah, je sais plus. Il Non, dit ça, ouais, c'est vraiment leur bras droit absolu. Ouais, où bras les deux droit, sont- ouais, t'inquiète. enfin bon. Et voilà. Et je trouve le homunculus Vrat qui est quand même qui est très. Là, il a le côté très badass et très il est là badass. pour être là. Mais même il transmet bien la colère et tout. Enfin, Oui. franchement. C'est le moins détestable des homunculus, du coup, t'as forcément un attachement un peu. Disons, je dirais pas le moins détestable, mais le plus humain, tu vois. Des Oui. homunculus. Et parce qu'en fait, oui. Parce que tu vois, Gluttony est moins détestable que Oui, Gluttony, mais il s'en fout. Mais c'est entre guillemets normal, parce que lui, c'est un humain à la base. oui, C'est le ça. seul qui. Tous les autres sont créés via Ouais. le père qui crée Ouais. un Oui, c'est homunculus, qui le fait naître. Oui, c'est vrai. Alors que lui, c'est une expérience Oui, humaine, c'est lui, le c'est seul notre- qui ouais. vient. Donc ça, ils ont eu plein de Ouais. cobayes, et c'est le seul. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il est plus apprécié. On n'a pas parlé, mais oui, il est tellement important aussi ce moment où on a le flashback de King Bradley, où on comprend que lui, c'est un humain à la base, et il devient un homunculus. Ouais. Ouais, la quête du soldat parfait, là. Ouais, c'est vraiment Vraiment. la quête absolue. Et du coup, moi, ça me fait rebondir, mais bon, mes personnages préférés sont vraiment... Il y en a 3 absolus, c'est Ed, Alphonse, Mustang, parce qu'ils représentent un peu tout. Il y a Ed et Alphonse, moi, je les aime vraiment bien, parce que tu as la dualité où on a vraiment un qui fonce tout le temps tête baissée, Edward, même s'il est beaucoup plus posé sur certains moments, et Alphonse, qui a vraiment le côté... je suis plus humain, mais bizarrement, c'est le personnage le plus humain, au final... celui qui a des réflexions parfois les plus humaines par rapport à tout ce qui se passe. Et Mustang, il y a vraiment le côté où il comprend qu'il est à la solde de l'armée, mais qu'il veut construire un monde meilleur, mais que même lui, il est pris de ses sentiments quand il commence à allumer Envy au point où c'est lui qui va passer par le côté un peu obscur, entre guillemets, et qui revient à la raison grâce à Edward et Risa. Je pourrais parler évidemment de Izumi, je pourrais parler aussi de King Bradley qui est aussi très stylé, ou de Armstrong. Il y a vraiment beaucoup de personnages stylés, même Scar qui est au début un peu détesté, même détesté parce que tu comprends ce qu'il a fait, tu comprends davantage ce qui se passe derrière. Donc vraiment il y a beaucoup de personnages très stylés, pardon. Ouais. Et à l'inverse, est-ce qu'il y en a que tu as beaucoup moins aimé? Ah ouais, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi sur Alphonse. Franchement, J'en étais sûr. Franchement, je trouve qu'il sert à rien du tout. Tout au long du truc, il a jamais un moment où vraiment il est utile, quoi. Il amène des réflexions, certes, mais c'est toujours des réflexions sur lui-même,
où il dit moi, quoi. Et puis vraiment, il sert à rien. Quand il sert à quelque chose, c'est parce qu'il suit son frère. Enfin, vraiment, moi, bon, après, je suis peut-être un peu... j'exagère un peu, mais vraiment, je trouve qu'il sert pas à grand-chose. Et Envy, j'aime pas non plus. Après, en effet, elle est censée représenter un péché, donc... Enfin, d'ailleurs... ouais. Du coup, pourquoi pas, mais vraiment... je sais pas, il y a rien En fait, c'est celle qui aboie beaucoup. En plus, elle est à l'origine de plein de trucs. Elle est détestée un peu aussi parce qu'elle est à l'origine de la guerre des Shival. Elle est à l'origine de la mort de Maes. Elle est là, tu sais, la meuf relou par excellence. On a totalement oublié, mais à un moment donné, il y a un truc de... Tu sais, ils sont tous absorbés par glutonie. Et du coup, ils sont piégés. Donc, Envy... Lynn et Edward. C'est vrai, y a ce moment. Et donc du coup, d'ailleurs c'est là où je disais la quête, enfin la compréhension de la transmutation humaine, parce que à ce moment-là, Edward comprend à quel point la pierre philosophale est horrible, parce que du coup il voit toutes les âmes qui sont dans Envy, et du coup il comprend que s'il décompose via ces vies-là, la sienne, celle de Lynn et Envy, ils pourront revenir de l'autre côté. Donc c'est horrible parce qu'il y a elle est détestable forcément. Et pour Alphonse, non. Alors je comprends, mais parce qu'à la base de la quête, c'est ce qui... Le but, c'est retrouver leur corps, mais surtout retrouver celui d'Alphonse, parce que Alphonse, Edouard, même si il a perdu son bras et sa jambe, bah, il est encore vivant entre guillemets, alors qu'Alphonse, en fait, il y a très vite une notion de temps aussi. En fait, on se rend compte que au fur et à mesure, il perd connaissance de son corps, il perd connaissance, il peut plus avoir la possibilité de faire bouger son armure, parce que en fait, son corps commence à se faire happer par la... Genre, il commence à entre guillemets, mourir avec le temps. Ouais, mais je veux bien qu'il soit la cause de la quête, mais le personnage en fait, en c'est lui-même... celui qui se pose le plus de questions à des moments où tu dis merde, avance un peu. Et donc je peux comprendre ça, mais au final, enfin, dans le moment où il y a beaucoup de moments assez durs, bruts, il y a beaucoup de certaines personnes qui sont mortes et tout, c'est celui qui essaie de se poser le plus et de comprendre. Et c'est surtout, comme il disait, le plus seul, parce que du coup, il peut jamais dormir, il ressent rien, etc. Donc c'est celui qui essaye en tout cas de comprendre le plus par rapport à la situation. Ouais. Et du coup, toi, dans le même style, t'as des passages préférés de... Il y a la scène qu'on n'a pas pu trop en parler, mais je la trouve trop stylée. Et c'est le moment où il traverse sa porte, il se rend compte qu'il y a son frère de l'autre côté, Edouard, et qu'il se rend compte qu'il y a deux portes dans son endroit à lui, qu'il se rend compte que c'est son frère, qu'il demande de venir, et qu'il lui dit je peux pas passer parce que c'est pas ma porte, je peux pas venir par là. Du coup, il se fait renfermer, et au final il revient et qu'il lui dit reste ici, je viendrai te chercher, et il trouve la solution. Au final, il trouve la solution à la toute fin, et surtout à la toute fin quand il sacrifie l'alchimie pour son frère. Là, je le trouve très stylé, ce passage-là. Il y a surtout deux trucs qui me marquent aussi. C'est la vengeance de Mustang, parce que vraiment le visage de noirceur dans l'anime il est très bien foutu, mais dans le manga encore plus. Vraiment le fait que merde, je vais venger Maes et je vais faire en sorte que je vais juste le fumer Envy, et vraiment au sens propre. Et le flashback des chevals, parce qu'en fait ça amène le fait que en fait tous les héros, tous les personnages que t'aimes bien, ils ont participé à un moment à un génocide, que certains ont des remords, d'autres moins, ou en tout cas ça fait partie de leur être, mais que tu les vois plus de la même façon. Il y a vraiment pas cette notion, même s'il y a les homunculus qui sont considérés comme les méchants, c'est pas aussi oh il y a les gentils, oh il y a les méchants. Tout le monde a participé à quelque chose d'important, et voire morbide à un moment donné. Ouais, non, je suis d'accord sur à peu près tout ce que tu as dit. Ouais. C'est vrai, c'est cool. Moi, franchement, il y a un passage tome 21 là, où... parce qu'à un moment, il y a Edouard qui est en cavale, du coup, qui est recherché par l'armée, je sais plus pourquoi, enfin bon, bref. Et du coup, il est avec deux chimères là, et il se cache chez un médecin pendant un petit moment, et du coup, l'armée le retrouve. Et donc vient infiltrer le médecin, et Edouard, c'est ça, il était en train de se remettre de blessures et de son bras et tout ça. Et il nique toute l'armée, enfin les cinq soldats
d'un coup tout seul et pour se remettre en forme. Et bon, c'est juste un passage badass sans aucune importance dans le manga. Bon shonen, quoi. C'est vraiment, il n'y a aucun intérêt à cette scène, mais juste qu'elle est stylée. Et moi, je l'ai trouvé stylée, j'avoue, c'était réussi. Voilà. Ok. D'autres en particulier ou pas du tout après en termes de passage de manga. Bah après, tu les as dit, la guerre d'Ishbal, je trouve ça fou. Très bien. Pour la dernière question, au global, est-ce que tu es satisfait du manga alors l'animé, toi tu l'as pas fait, mais du manga en lui-même? Ouais, moi je suis. Bah, vous le saurez au fur et à mesure des podcasts, mais j'ai vu aucun animé, je suis très. Je suis très. Discriminant là-dessus. Je lis que des mangas, mais du coup, moi c'est peut-être mon shonen préféré. Je suis en train de réfléchir, mais je pense que c'est mon shonen préféré, donc en vrai, oui, évidemment satisfait. Je trouve très bien ficelé, et surtout, c'est assez rare pour être souligné, c'est un shonen qui se traîne pas en longueur, quoi. Il a 27 tomes, et puis il y a une histoire du début à la fin, et puis basta, et à la fin tu finis, et t'as pas envie d'en avoir... Enfin oui, t'as envie d'en avoir plus, mais je veux dire que le méchant, il est mort. Il est mort, quoi. Moi vraiment, alors, il est dans mon top 3 des mangas, encore plus avec le temps, parce que l'animé je l'avais adoré, et en le relisant là maintenant je trouve incroyable. Et vraiment dans les trucs où c'est difficilement délogeable, parce qu'il est vraiment très, très bien foutu. J'adore le fait que tout soit parfaitement exploité et bien exploité, que on te donne pas tout sur un plateau d'argent, mais que c'est expliqué au fur et à mesure du temps, que c'est en prenant compte de plein de petits moments importants d'explication de choses, que tu comprennes vraiment comment fonctionne, que tous les pouvoirs coexistent, que l'alchimie est bien expliquée, qu'elle vient de quelque chose de particulier et que c'est pas juste un pouvoir parmi d'autres, que c'est vraiment via comme une science entre guillemets, mais qu'ils ont très bien exploité dans l'œuvre. Donc vraiment, je le trouve très bien. Ça aborde plein de préceptes, de thèmes importants. Il y a évidemment des échos à notre société, il y a eu des génocides, il y a eu plein de choses. Et il y a aussi tout le côté beaucoup plus philosophique dans le manga et dans l'animé, dans ce manga et dans cet animé. Et aussi, il est très bien et très recommandable en termes de longueur et de tout ce qui est apporté. Il est assez dense et court. 64 épisodes par rapport à d'autres animés maintenant, c'est vraiment pas cher payé. Et même en manga, il est assez court, entre guillemets, par rapport à d'autres shonen, quoi. Oui, c'est ça, pour un shonen, toujours Oui. à relativiser, quoi. Voilà pour ça. 10日交換だ俺の人生半分やるからお前の人生半分くれ On arrive donc à cette fin de podcast, et comme toute bonne fin de notre podcast, on vous fait des recommandations. Je te laisse commencer, Lucas. Ouais, moi j'ai lu un truc il n'y a pas si longtemps qui ressemble un peu au même style, avec des complots gouvernementaux comme ça. C'est Lost Children, c'est un truc, c'est une création originale de Kiyun, qui c'est un auteur japonais mais qui a fait son œuvre que pour la France, c'est très rare. Et c'est fini en 10 tomes, et bon, je pense qu'il s'est pas bien vendu parce que à chaque fois on les voit pas trop dans les librairies. Mais sinon de l'auteur, évidemment, moi j'ai adoré Silver Spoon. Vraiment, c'est trop bien. Ça a rien à voir avec Full Metal, par contre. Vraiment, à aucun moment ça a un truc à voir. C'est le même auteur ou... C'est le même auteur, c'est Hiromu C'est vrai Arakawa. que récemment, elle a sorti un autre aussi, là, en 2021. Ouais, oui. Lui, je suis pas allé le voir encore, mais Tsugai, je crois. le Ouais. dessin me faisait... J'ai vu rien qu'au dessin que c'était... Ouais, bah après, Full ouais, Metal. l'auteur, je suis mitigé parce que Full Metal est très très bon. Silver Spoon, rien à voir, c'est un truc, un slice of life sur la campagne, mais trop bien. Mais bon, j'ai lu aussi Erotales, c'est pas foufou. Arslan, j'ai pas trop aimé non plus. Donc, bon, elle fait des trucs très bien, elle peut aussi faire des trucs un peu moyens. Donc, Tsuge, là, son dernier, j'attends de voir un peu les retours au bout de 4-5 tomes, je verrai à ce moment-là. Et sinon, un peu dans le même genre aussi, alors je me rappelle plus trop, c'est un truc que j'ai lu il y a très longtemps, mais je crois que Codebreaker, c'était assez cool. Et c'était un peu un truc avec
des héros comme ça, un héros justicier qui avait des pouvoirs. Enfin, en vrai, moi, ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune. Et bon, après, je sais pas si à la relecture, maintenant, ça serait toujours bien, mais Ça a tenté. mais quand j'étais petit, j'avais vraiment aimé. Et je trouve que c'était un peu dans le même style que Full Metal. Ok, Voilà. du coup, en résumé, les... Résumé, je dirais Silver Spoon, même si ça n'a rien à voir, et Lost Children. Ok, parfait. Et toi? Alors, on va rentrer un peu plus en détail, mais FMA, je l'ai fait 1 ou 2 ans après avoir regardé Hunter x Hunter. Et en fait, un des arcs préférés, tout manga confondu, que je me refais à chaque Noël, comme si c'était un Harry Potter ou n'importe quoi, c'est l'arc Chimera Ant, que je trouve parfait, dans le sens où il est parfaitement ficelé, une explication à chaque élément sans perdre le spectateur, même si ça peut être assez dense parfois, donc c'est là où on peut se perdre. C'est assez incroyable, et toute cette construction du fait qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'événements et beaucoup de choses qui sont en tout cas amenées dans l'œuvre m'a beaucoup fait penser aussi à Hunter x Hunter, juste le fait qu'on parle de plein de thèmes, c'est le mot que je cherchais. Et donc, surtout l'arc Chimera Ant, que j'adore, où ça amène à la fois politique, environnement, pouvoir, société, du social, de la psychologie. Donc tout est absolument grandiose. Donc pour ceux qui n'ont pas lu, je vous invite pas trop à le lire au début, Hunter x Hunter, parce que mon Dieu, le manga, il est compliqué, il y a beaucoup de choses à lire. Mais par contre, allez le regarder en animé et n'hésitez pas après à le lire. Même si évidemment l'auteur est malade / il n'a pas envie de finir, faites l'animé est incroyable, il est sur Netflix, bande d'enfoirés, donc allez le regarder, et il est très très cool, donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, c'était un peu tout pour ce podcast qui a l'air drôlement plus long, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur cette œuvre. Je sais pas si t'as un dernier mot, Lucas. Non, mais c'était grave cool, et puis la prochaine fois ce qu'on fera. Oh, on verra bien. Des bisous les loulous.